Lorsque l'on pense aux premières années de la décennie 1960, il y a une expression qui vient immédiatement à l'esprit. Révolution tranquille. On pense à la création du ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires culturelles, l'assurance hospitalisation, la nationalisation de l'électricité, les hauts fonctionnaires. On pense aussi à la diminution de la pratique religieuse, aux religieux ou religieuses qui quittent leur communauté, aux Beatles. Mais tout ça se préparait déjà depuis quelque temps. Je voudrais un peu de lumière, car il m'en reste un dernier. Et comme c'est le plus difficile à prononcer, je tiens à le dire. En dépit de quelques éléments qui pourraient se trouver dans la salle et qui seraient assimilables à de la raclure de forêt de poubelles mini-hitlériennes. Gastribig, Aboulouk, Nouf, Gueuleur, No Manama, Mana, Moire, Agulstri, Stubjept, Olstrom, Stim, Uz, Stup, Luz, Lagos, Niop, Lego, Lagos, Topch, Aguans, les... Allô, tout le monde! C'est l'époque où la poésie s'enrichit des œuvres de Gaston Miron, Fernand Ouellette, Jean-Guy Pilon, Rina Lanier, etc. et combien d'autres encore. Le colonisé, lui, il est doublement invisible. Hein? Parce que, non seulement dans son identité, mais dans sa communication aussi. Hein? Parce que son identité est une partie de l'identité d'un autre. Hein? Comme ici, le Québec, c'est une partie d'un tout qui s'appelle le Canada. Bon, alors, c'est une totalité, comme dit M. Trudeau, dans la totalité. Alors, tu es carencé dans ton identité, donc c'est un homme invisible, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est l'entité majoritaire. Vous allez partout dans le monde, vous dites « Je suis Canadien ». « How are you, sir? » Tu dis « Excusez, je suis pas Canadien. Comme ça, je suis Canadien-Français. » Canadien-Français, alors. T'es toujours pris pour un autre, puis deuxièmement, t'es toujours à t'excuser d'être ce que t'es pas. Q égale moins F, plus GB, plus USA au carré, moins R. Ce qui veut dire, en termes plus simples, l'identité du Québec, il me semble, elle est faite de moins de France que ce que l'on veut bien y accorder habituellement, plus d'Angleterre que ce qu'il est difficile d'en reconnaître, beaucoup plus d'États-Unis et moins de Vatican ou de Rome qu'on ne l'a supposé. Dans les années 50, la poésie québécoise façonne sa modernité. Elle trouve ses thèmes majeurs, le froid, le pays, les grands espaces, la solitude. Elle se forge une identité unique, reconnaissable. Les poètes donnent le ton du changement. Le monde littéraire est en pleine effervescence. Les œuvres se multiplient. On est ouvert à la grande modernité. On se vivifie au monde occidental. Les œuvres françaises arrivent ici en nombre, mais les œuvres canadiennes aussi se multiplient. Pendant la guerre, à cause de l'occupation de la France par les Allemands, plusieurs éditeurs français font imprimer leurs livres au Québec. Les livres deviennent alors plus disponibles. Les éditeurs ouvrent volontiers leurs portes aux auteurs locaux. Mais la majorité des livres nouveaux mis en vente en librairie sont d'origine française ou belge, mais imprimés au Québec. C'est l'époque des grands romanciers Gabriel Leroy, Roger Lemelin, André Langevin, André Giroux, Françoise Loranger, Anne Hébert, Hugh MacLennan, Mordecai Richler, Morley Callaghan. Gabrielle Leroy, originaire du Manitoba, se montre attentive aux moindres détails de la vie quotidienne dans le quartier montréalais de Saint-Henri et publie en 1945 « Bonheur d'occasion ». Elle transpose dans ce roman tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle note au jour le jour. Elle remporte en France le prix Femina, mais certains trouvent son roman distant et un peu froid. À l'opposé, le premier roman de Roger Lemelin, Au pied de la pente douce, se rapproche du courant romanesque américain par son style vif, alerte, voire sportif. Lemelin trouve toujours le détail familier mais surprenant, surtout dans son deuxième livre, Les Ploufs. Ses critiques de la pratique religieuse et du cléricalisme lui valent des dénonciations en chair le dimanche. Gabriel Leroy et Roger Lemelin sont nos premiers romanciers à s'intéresser au milieu urbain du Québec. En 1949, il n'y avait encore au Québec que 12 bibliothèques publiques, dont la moitié était de langue anglaise. 10 ans plus tard,
On dénombre 33 bibliothèques municipales, 60 bibliothèques d'associations, 136 bibliothèques paroissiales et 4 bibliothèques ambulantes. Total, 233. Alfred Pellan et Paul-Émile Bordua sont les deux peintres les plus influents de l'après-guerre. Tous deux précisent leurs idées dans des manifestes. Le premier, en compagnie d'une quinzaine d'autres artistes, signe au mois de février 1948 le manifeste Prisme Dieu, véritable catéchisme de la liberté d'expression. Au mois d'août, Bordua et 15 autres artistes rendent public leur refus global, qui foudroie la morale d'esclaves qui, selon eux, existe au Québec. Pellan donne dans le surréaliste aérien, alors que Bordua restera un automatiste dont certaines œuvres ont des allures sous-marines. Deux peintres universels. Mais c'est peut-être le théâtre qui se développe le plus. On assiste à la création de plusieurs nouvelles troupes. Le théâtre du Nouveau Monde, le théâtre de Quatre-Sous, les Grégards, le théâtre d'aujourd'hui, l'Estac et combien d'autres encore. En 1937, le père Émile Legault fonde les Compagnons de Saint-Laurent, une compagnie qui présente aux Québécois les grands classiques du répertoire européen. Mais ce répertoire n'intéresse qu'un public de choix. Les Compagnons nous ont révélé de grands comédiens. Jean Coutu, Jean-Louis Roux, Thérèse Cadorette, Jean Gascon, Georges Groux, Lucille Cousineau, Françoise Fauché et beaucoup d'autres. D'autres troupes de théâtre voient le jour dans la même décennie. Le Théâtre Club, le Rideau Vert, la Poudrière, les Apprentis Sorciers, le Théâtre de 10 heures, la Basoche, etc. Jean Grimaldi, avec ses comédies de vaudeville, plaît à un vaste public. Les tournées que cet impresario organise à travers le Québec sont parfois triomphales. Le public se reconnaît dans les sketchs comiques présentés, les situations mélodramatiques ou les actes de vaudeville souvent adaptés des Américains. Il aime surtout ses vedettes. Avec Gratien Gélina, pour la première fois peut-être, le théâtre et le vaudeville font bon ménage. De nouvelles pièces vont être présentées par les nouvelles troupes. Ça sera des pièces de Marcel Dubé, ça sera des pièces de Jacques Ferron. Mais la pièce qui est peut-être la plus populaire, celle qui rapporte le plus de succès, c'est Ticoc de Gratien Gélina. On la joue des centaines et des centaines de fois. Aïe, maudit que ça me fait plaisir de vous voir. Quand on pense, me voilà revenu du boss. Je pensais que j'en parle de me redéposer les semelles de bottes sur la province de Québec, vous autres. Parce que j'ai autant vous le dire bien vrai, mais je me suis ennuyé pas mal de parole. Avec la fin de la guerre et le retour de la prospérité, le temps de Noël devient une véritable fête de la consommation. Les grands magasins regorgent de marchandises. Un véritable délire du cadeau s'installe.
Dans la famille Lagueux, en Beauce, on fête encore Noël et le Nouvel An de la manière la plus traditionnelle, en dansant. À chaque Noël, l'étoile brille, car malgré tout, le Québec des années 50 reste croyant. Il s'invente même des chants nouveaux. Plus de mendiants, plus de malheureux. Les soldats désarmés rentrent à leur maison. Plus de généraux, ni même d'armée. Le fou devient poète sans perdre la raison. Plus de retraités avant l'âge. Calme et paix sur la terre. Une simple pensée d'amour. Et la terre tourne mieux. Une simple pensée d'amour. Et l'hiver. Pour la noce, on s'invente des chansons de circonstance. Des chansonnettes, le soir à la veillée. Sur ma table ronde, que faites-vous chanter? Qu'un-t-il de la jeunesse qui veulent s'y marier? Oui. Et vous, Suzanne Coulombe, voulez-vous prendre Gilles Béraud, qui est ici présent, pour votre légitime époux, suivant le rite de notre mère, la Sainte-Église? Oui. Donnez-vous. Et vous, Les photos font partie du rituel de la noce et sont obligatoires. Toucher le voile de la mariée pour avoir de la chance est impératif. Le Québécois des années 50 se marie en Cadillac et va à son dernier repos en Cadillac. C'est ça. Madame, c'est la première fois qu'on vous appelle madame. Je vais pousser votre voile un peu, là. C'est ça. Les photos prouvent qu'on a eu un mariage de rêve, mais qu'on n'a pas rêvé. Pour le bûcheron ou le trappeur, la bien-aimée reste lointaine, inaccessible, et il faut s'inventer des balades pour tromper son ennui. Je suis garçon dans le monde, je suis garçon délaissé, j'ai perdu l'espoir du monde en perdant ma bien-aimée. Je voudrais pour tout le monde de jamais t'avoir connu. Ma joie serait si profonde si jamais je t'avais vu.
On n'a pas développé de discours, de légendaire du pionnier, comme les Américains l'ont fait, par exemple, même si on a vécu à peu près la même chose. Et là, on a vu la culture savante américaine s'alimenter à même ces matériaux populaires de ces fronts pionniers. Les traits qu'on observe sur la frontière américaine, au Midwest américain, ce sont ceux que l'on retrouve dans les régions périphériques du Québec. Ils ont vécu exactement la même expérience, et ces expériences ont suscité exactement les mêmes traits. La différence, c'est que les élites québécoises ont tourné le dos à ces figures d'américanité, parce que, pour elles, encore une fois, les modèles, les bonnes références venaient d'Europe, et c'est à partir de ces références européennes qu'il fallait constituer et alimenter la culture nationale. Et tout ce qui venait d'en bas, de ce qui venait de cette population un peu rustre, qui inventait elle-même sa culture, mais d'une façon bien sommaire et un peu méprisable aux yeux de nos élites, eh bien, il fallait mettre ça dans une sorte d'index, une sorte de censure. Même si le bûcheron est devenu un travailleur forestier, il demeure toujours un solitaire. L'outil mécanique remplace la hache, mais sa solitude reste aussi grande et sa vie aussi rude. Les personnages de Maria Chapdelaine, de Louis Aymon, répondaient exactement, prolongeaient ce modèle-là. À mon sens, les paysans de Louis Aymon ne sont pas du tout les vrais paysans qui ont vécu ici et qu'on peut observer et dont on peut reconstituer la vie. Ce sont des paysans recréés au goût des élites. Et on vit encore sur cette terre-là. Le véritable légendaire du Canada français dans ses régions et dans son américanité pionnière, il reste à créer. Dans les studios de Québec Film, installés à Saint-Hyacinthe, dans d'anciens hangars, on tourne une scène du film Séraphin. Séraphin, le personnage célèbre conçu par Claude-Henri Grignon. C'est très rapide, le roman d'un homme et son péché. Ça a 204 pages. J'ai dit l'essentiel, et dans le roman écrit et imprimé en 1933, il y a seulement 7 personnages. Tout repose sur Séraphin à ce moment-là et Donalda. Donalda est joué par Nicole Germain et Séraphin par Hector Charland. On tourne une scène où l'Indien Wabo sauve Séraphin de la noyade pour de l'argent. Pour l'instant, un cascadeur remplace Séraphin et une piscine d'enfants fait figure de lac aux eaux profondes. À Montréal, le 29 juin 1928, c'est la première de la pièce Aurore l'enfant martyr de Petit Jean et Henri Rollin. La pièce sera ensuite jouée un peu partout au Québec et même en Nouvelle-Angleterre. Elle connaîtra un succès phénoménal. On en fera un film. 2 ans auparavant, on a tourné Le Gros Bill, un autre gros succès. 1956. L'Office national du film quitte Ottawa et aménage à Montréal. Fondé en 1939 par un gouvernement libéral, l'ONF avait établi bureaux et studios dans la capitale. 4 ans plus tard, les équipes techniques et de réalisation comprennent des francophones. La situation de l'équipe française sera d'abord déplorable, mais à la fin de la décennie, elle fera sa propre petite révolution tranquille en améliorant à la fois les techniques de tournage et l'esprit du documentaire. C'est à l'ONF que naîtra une véritable cinématographie de culture québécoise. Il y a un événement qui va modifier le Québec en profondeur. Ça se situe en 1952. C'est l'avènement de la télévision. Ça va faire un choc vers 1952-53. Ça va prendre du temps parce que la télé apparaît aux États-Unis en 49-50. Il y avait des panneaux réclames le long des voies rapides, dans la vallée du Niagara au Canada, aux États-Unis aussi, qui disaient justement aux gens et aux diffuseurs « Are you ready? TV's coming. » Êtes-vous prêts? La télévision s'en vient. Mesdames et messieurs, nous participons vraiment ce soir à un événement d'importance dans l'histoire du pays. Pour la première fois, Toronto et Montréal se trouvent reliés l'une à l'autre, complètement, simultanément, non seulement par le son, mais aussi par l'image. La radio était reine et maîtresse depuis le début de la décennie 30, avec l'apparition de la publicité était riche, et puis faisait ses productions radiophoniques, de radio-romans, comme on les appelait. 40, bon, ben la guerre va l'alimenter aussi, elle devient très importante. Et ce n'est que vers 54-55 qu'elle va commencer à s'ajuster face à la télé, qui lui pique plusieurs de ses productions. Les radioromans, les belles histoires des pays d'en haut vont passer à la télé, alors ça collera moins les ploufs,
14 rue de Calais. On diffusait une émission documentaire qui s'appelait Pays et merveilles à 8 h le mercredi soir avec André Laurando, qui est resté aussi un peu dans le souvenir des gens. À 8h30, les Ploufs, puis à 9 h, la lutte. Et dans les premières années, la Ville de Montréal a fait des pressions auprès de Radio-Canada pour qu'ils changent l'horaire parce qu'il y avait des chutes d'aqueducs qui étaient dramatiques entre 8 h et 8h30, juste avant les Ploufs, parce que tout le monde se prenait son bain à ce moment-là pour avoir la belle heure et demie en soi de programme le mercredi soir. Le premier diffuseur, je pense, à avoir saisi l'importance d'adapter son média, c'est Jack Teitelman à CKVL Verdun. Il faisait des pèlerinages aux États-Unis, surtout à New York et puis Los Angeles, des grandes capitales de communication. Et il va revenir puis il va improviser une programmation basée sur des palmarès français, canadiens et hit parade américains. Vers 55, ce poste-là est en immense majorité dans sa production américain. À Radio-Canada, l'heure du concert va populariser le ballet, la musique classique, l'opéra. Descendez, descendez. Tous les notes longues soutenues, là, c'est trop fort. On n'entend plus. Ils sont obligés de souffler, la flûte, tout ça, de souffler trop fort. Non. Descendez la sonorité. F. Alors, piano. Dès le début, Radio-Canada se veut une société culturelle et se donne une mission d'éducation auprès des Québécois. Entre autres, favoriser le développement des jeunes dans le domaine des arts. À Saint-Hyacinthe, en 1949, quelques personnes, dont Gilles Lefebvre, mettent sur pied les Jeunesses musicales du Canada. En 1951, dans la belle nature du mont Orford, on inaugure le premier camp musical champêtre. Une formule gagnante quand le soleil et les oiseaux collaborent. Dans ce domaine-là, du moins, c'était pas la grande noirceur. CKC diffuse les big bands, par exemple, et va être influencé par CJAD, une station anglaise, qui est fondée par un dénommé Joseph-Antoine Dupont, qui donne ses initiales à son poste, et qui travaillait à CKC comme vendeur de publicité, et va innover un nouveau style, lui, de radio américaine, mais pas tellement d'expression de langue, mais de musique américaine, des big bands au lendemain de la guerre, les Gene Krupa, Tommy, Jimmy Dorsey, tous ceux-là. Les foyers québécois se dotent d'un appareil de télévision très rapidement. Pour un appareil télé par 10 foyers en 1953, il y en aura à la fin de la décennie 9 sur 10. Cette entrée dans la société de consommation véhicule l'idée qu'être moderne, jusqu'à un certain point, c'est être branché, comme on dit maintenant, mais à l'époque, c'était la réalité. C'est-à-dire que les effets de l'électrification, les effets culturels, si je peux dire, donnaient la radio, cette petite boîte sonore, mais la télévision est une forme d'électroménager aussi. Et quand il y a un transfert de la production radiophonique vers la télé, il y a des métiers qui vont mourir à la radio. Le métier de bruiteur, par exemple. Le métier de réalisateur radio. Il y en a encore à Radio-Canada, mais au privé, il n'y en a plus. Je ne pas en arrière avec le petit poêle à bois à 2 pompes, puis pas de frigidaire, pas de cave, et ainsi de suite. Je commence pas à zéro, ça se peut pas. J'ai pas connu ça, même mes parents ont connu ça, mais moi, j'ai pas connu ça. Alors, j'ai connu le modernisme, j'ai connu l'électricité, j'ai connu enfin toute l'évolution, tout ce qu'on peut avoir depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Alors, je peux pas tourner en arrière. La radio AM va s'adapter avec une miniaturisation. Le personnel va rapetisser, l'équipement rapetisse aussi, devient un équipement beaucoup plus léger. Un reporter ne part plus avec 2 ou 3 personnes pour aller faire un grand reportage. Il y a juste son petit équipement, une suce qu'il peut mettre dans le téléphone, envoyer un topo de n'importe où. La miniaturisation de la radio va faire en sorte qu'elle va maintenir sa place dans la concurrence grâce à sa rapidité. Si certains peuvent capter des émissions en provenance des États-Unis, la plupart doivent se contenter de Radio-Canada, aussi bien en français qu'en anglais. Et ça jusqu'en 1961, au moment où Télémétropole entre en ondes. Les Québécois ont maintenant le choix. Radio-Canada, qui privilégie la culture savante, ou Télémétropole, qui présente des émissions plus populaires.
Il y a aussi un autre changement important. Les gens du milieu rural découvrent quelle est la vie du milieu urbain, quelle est la vie dans les grandes villes. Et ça aussi, ça apporte des changements. Les gens de la ville, eux, découvrent les gens de la campagne. Ils leur achètent leurs vieilles armoires canadiennes et, en retour, les gens de la campagne achètent en ville de beaux meubles de chrome. Libre-échange, déjà. Au Québec, c'est un des rares endroits au monde où les intellectuels n'ont pas boudé la télévision. Ça va être les Guy Dufresne, ça va être les Jean-Paul Fugère, les Fernand Quirion, les René Lévesque, les André Laurando, les Gérard Pelletier, les Jean Marchand, les Trudeau. Ces gens-là se regroupent. Et c'est sûr qu'ils ont une intention, c'est de moderniser le Québec. Sortir le Québec de son idéologie passéiste. Et ces gens-là font front. Et quelle que soit l'intervention à la télé, il y a toujours la même intention, moderniser le Québec. Et qu'on parle des Ploufs, ou qu'on parle du Survenant, ou qu'on parle de Point de Mire de René Lévesque, la même intention était là derrière, moderniser le Québec, d'offrir une nouvelle parole. Et c'était la première fois dans l'histoire du Québec que le clergé avait une contrepartie à sa parole unique. Rapidement, les émissions de télévision amènent les Québécois à établir des comparaisons entre leur propre vie et la vie de d'autres personnes ailleurs dans le monde. Entre autres, avec la vie que mènent des gens riches que présentent les téléromans américains, les films américains. Et à ce moment-là, l'American Way of Life sera de plus en plus présente. Mais il y a aussi ce que l'on pourrait appeler une modernité populaire. C'est-à-dire une modernité québécoise au 20e siècle où on essaierait de mettre ensemble à la fois le réfrigérateur branché, nouvellement branché, la télévision et le refus global. La télévision était le premier cadeau de la consommation d'après-guerre, au départ. C'est le premier objet. À la fin des années 50, il y avait plus de télévision chez les Québécois que de chauffe-eau. On achetait d'abord une télévision avant de s'acheter un chauffe-eau. Bon, c'était l'objet de plaisir et de délectation des années 50. Mais il y avait la télévision, mais il y avait tout le reste qui venait. Il y avait tout le reste qui apparaissait tout autour. Avec les nouveaux appareils, la société de consommation va véritablement démarrer. On va vouloir s'acheter une bagnole, on va vouloir s'acheter un char, on va vouloir s'installer dans un contexte moderne. Et la télévision va être porteuse aussi de ça. Toute la publicité qui est inscrite à l'intérieur de la télévision est une sollicitation à un changement, des changements de normes, des changements d'attitude. Pas travailler à partir de la farine, mais s'acheter des choses préparées. La soupe Lipton, les soupes Campbell, le cornflakes, le café instantané. Quelle belle découverte! Bon, mais l'idée de la consommation, l'idée de cette richesse-là, elle était à la fois... elle est partie prenante de la télévision, mais la télévision est aussi partie prenante comme premier objet symbole de cette nouvelle richesse. Les émissions, au début, ne sont diffusées que le soir. Mais graduellement, on finira par avoir des émissions à peu près pendant toute la journée. Les émissions, c'est des téléromans, c'est des émissions pour enfants, c'est des concerts, des nouvelles et aussi, surtout, les sports. C'est tout des Anglais. Il faut que le Canadien commence par battre les arbitres. Cette société des loisirs va permettre le développement d'un nouveau sport, celui de spectateur. Ça sera surtout des anglophones qui vont aller voir le football. Mais bon nombre de francophones vont se rendre au Stade de Laurier à Montréal, assister aux parties de baseball des Royaux. Mais celui qui va compter le plus d'adeptes, c'est sans doute le hockey professionnel, surtout depuis que les parties sont diffusées à la télévision. On le voit bien avec ce que l'on a appelé l'émeute Maurice Richard. Le grand Rocket, la vedette du Canadien, est puni pour avoir attaqué un arbitre.
Quelques jours plus tard, soit le 17 mars 1955, au Forum, ses partisans trouvent que la punition a été exagérée et une émeute va éclater. Car le président de la Ligue nationale, un anglophone, avait osé attaquer le héros des Canadiens français. Avant même le début de la partie, les Canadiens contre les Red Wings de Détroit, les spectateurs s'agitent. La fièvre monte. Le journaliste André Laurando explique ainsi ce qui s'est passé. Pour ce petit peuple au Canada français, Maurice Richard est une sorte de revanche. Il est vraiment le premier dans son ordre. Il allait le prouver encore une fois cette année. Un peu de l'adoration étonnée et farouche qui entourait Laurier se concentre sur lui, mais avec plus de familiarité, dans un sport plus simple et plus spectaculaire que la politique. 12 minutes après le début de la partie, Clarence Campbell, le président de la Ligue nationale, fait son entrée au Forum de Montréal malgré les menaces proférées contre sa personne. Inquiétude. À l'intermission, toutes sortes de projectiles volent dans sa direction. Tomates, oranges, programmes. La tension monte encore d'un cran. Finalement, une bombe lacrymogène force l'évacuation de l'assistance. La partie se terminera plus tard par une victoire des Red Wings. Pour une raison qui n'a rien à voir avec le manger, pour une raison strictement culturelle et de fierté, c'est un joueur de hockey. C'est un amuseur public, mais on y tient. Mais c'était extrêmement important. C'est vraiment une révolte autour du sentiment de fierté en tant que tel. Et non pas autour de la pauvreté. C'était nous. Puis c'était la mise à l'écart de notre héros national, notre porteur. Une dizaine de policiers seront blessés, ainsi que plusieurs manifestants. La télévision aura une autre influence, cette fois-ci sur la langue parlée. Le parler Radio-Canada a bien peu de parenté avec ce que l'on peut entendre sur la rue, une langue qui est quand même farcie de beaucoup d'anglicismes, surtout dans le domaine des sports. Or, les commentateurs sportifs vont utiliser les mots exacts, en particulier pour tout ce qui concerne les termes de hockey et les termes de baseball. Et là, les Québécois vont apprendre les vrais termes pour désigner les vraies choses. Là, c'est Richard devant Delvecchio à la mise au jeu. Le Canadien mène 1-0. On est à la deuxième période. Maintenant, à 2 minutes 20. Le disque appartient à Young. Il le renvoie à Gadsby. Là, c'est une autre passe à Parker McDonnell et une autre captée par Howe. Son lancé est bloqué par Plante, se retirant légèrement à la gauche du but. Elle est reprise par Jean-Claude Tremblay. On est prudent depuis le début de la période. Voilà le relais. Jean-Claude Tremblay à prévoir Richard, qui cherche mot de l'œil. La passe est ici, il est seul. Il lance. Malgré cette légère amélioration, la langue française parlée au Québec laisse à ce moment-là vraiment à désirer. Elle est remplie d'anglicismes et de mauvaises prononciations. Au lieu de se parler avec des paroles et des mots, sais-tu de quelle manière ils se parlent? Non. Avec les pieds. Puis, ah ben écoute, le pouce, mes pouces égales. Oui, en dansant, en faisant des pas de danse. Et je parle avec les pieds. Certainement. Serais-tu capable de me dire quelque chose, toi? Oui. Mais seulement tu comprendras pas. Tu connais pas assez la danse pour ça. Ben, on ne sait pas. Je peux peut-être saisir quelques mots. Saisir. Bon, ben, je vais te faire quelques pas de danse. Ouais, ben... Essaye de saisir. Dis-moi quelque chose, là. Va te dire quelque chose en dansant. OK. Alors, je vais voir. As-tu compris? Ah, t'as parlé en anglais, toi, là? Non. Jean-Paul Desbiens, sous le pseudonyme de Frère Untel, va dénoncer la qualité de la langue parlée au Québec, une langue qu'il appelle le joual. Cette absence de langue qu'est le joual, la façon de prononcer le mot cheval, est un cas de notre inexistence à nous, les Canadiens français. Notre inaptitude à nous affirmer, notre refus de l'avenir, notre obsession du passé, tout cela se reflète dans le joual, qui est vraiment notre langue. J'ai reçu un téléphone de Québec déjà. On m'a dit, on peut faire une campagne de sensibilisation, et ça venait d'un ministère, hein, qui voulait faire une campagne de sensibilisation pour la langue au Québec. Et ils m'ont dit, on va présenter à la population toutes les options linguistiques. Le joual, le français national, le français québécois, le français parlé, le bilinguisme. Mais j'ai dit, c'est une aberration. Ça se pose pas en termes d'options, mais en termes de nécessité. Un peuple n'a pas le choix de ne pas parler sa langue. De quelque variété qu'elle soit. Hein? On voit parfois la boule, là.
la boule du pavillon des États-Unis qui est tout éclairée avec des... je sais pas, ce sont des reflets du soleil. C'est très beau, hein? C'est extraordinaire. Justement, je regardais hier, il y a la pleine lune. On voyait, elle se reflétait dans le fleuve. Puis toute la pièce, c'est clair. Puis il y avait des gens de vapeur qui se dégageaient. Enfin, on se rendait compte qu'il faisait très froid, justement, quand il y avait des vapeurs. Beau comme du Néligan. Pourtant, au 18e siècle, on avait trouvé que la langue parlée par les Canadiens français était d'une aussi belle qualité que celle parlée par les Parisiens. Mais avec les années 1820, bon nombre d'anglicismes s'étaient glissés dans la langue française et ce fut pire encore avec l'industrialisation de la fin du 19e et du début du 20e. Qu'est-ce que t'as dit, là? Les bonnes vieilles bines de Boston. Bonne vieille ville de Boston, OK. J'ai parlé un peu fort. Oui, là, un peu, oui. Un peu fort et un peu bas. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu viens de danser là? Ça, c'est du ketchup de Rigaud pour tes bines de Boston. Les cabarets sont combles. Chérie, tu me demandes si je t'aime quand je te chante mes poèmes et que je pense à toi toujours. Chérie, lorsque nos deux corps se confondent, je me demande à la ronde si tous les gens sont comme nous. Souvent pleurer. Dans les années 50, en ville, on trompe son ennui en fréquentant les nightclubs. Mais quoi faire quand on travaille à la Manicouagan? On s'invente des jeux, dont un jeu de bouteilles très original, ou des danses, comme cette adaptation montréalaise du Shake and Scratch. Si depuis des siècles, les élèves et les étudiants jouissaient de vacances annuelles, c'était pas la même chose dans le monde ouvrier. C'est seulement avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'une loi va obliger les patrons à payer à leurs ouvriers une semaine de vacances par année de travail jusqu'à un maximum de 2 semaines. Adieu mon passé, ma belle enfance. Adieu souvenir de mon beau pays. Là-bas déjà, le printemps recommence. Qu'il est loin le soleil de l'exil. Qu'il est loin le soleil de l'espoir. Mon Dieu, rendez-moi ma tendre enfance. Le bord de la mer, mes jardins fleuris. Et si l'hiver déjà recommence, qu'il est long le chemin de l'oubli, qu'il est long le chemin de l'amour. J'ai envie d'être heureuse, mais me voilà amère. Mon Dieu, rendez-moi les parfums de la mer. Je désespère de vivre dans ce pays trop grand. Mon Dieu, rendez-moi le bonheur de l'enfant. L'hiver fait partie de la culture québécoise. Il est présent partout, chez les poètes, les peintres, les chansonniers. En fait, on ne pourrait plus s'en passer. Mon Dieu, ramenez-moi les joies du dimanche. Laissez-moi rêver jusqu'à la fin avril. En mai ici, la vie recommence. Qu'il est long le chemin de l'exil. Qu'il est long le chemin de l'oubli. Non, non, je change de vie. Je repars à
Adieu mon passé, ma belle enfance. Adieu mes chagrins, mes larmes d'antan. Tant pis si l'hiver, demain recommence. Demain je prends la route du présent. Nos problèmes d'hiver viennent du fait qu'on s'obstine à rouler plutôt qu'à glisser. De la vie. Demain je prends la route de la vie. Ce qui signifie qu'au cours de la saison estivale, il y aura de plus en plus de personnes qui vont fréquenter les endroits de villégiature. Ceux qui ont des chalets vont les habiter plus longtemps. Il y aura aussi une augmentation considérable du nombre de camps d'été et la fréquentation de ces camps va augmenter. En 1945, au Québec, 104 000 naissances. Il y en aura 119 000 5 ans plus tard, et en 1960, on en dénombre près de 138 000. Les enfants du baby-boom envahissent les parcs et autres endroits de jeu. L'avenir leur appartient. Sauront-ils vivre heureux? Et sauront-ils aussi s'inventer une culture? On peut vraiment affirmer que c'est à partir de ce moment-là que naît au Québec une société des loisirs. En juin 1960, Jean Lesage et son équipe du Tonnerre, les libéraux, prennent le pouvoir. À ce moment-là, le Québec est mûr pour ce qu'on va appeler la Révolution tranquille. Une révolution qui va changer complètement le visage du Québec, et ce, à peu près dans tous les domaines. Un Français, un Américain, un Allemand qui va chercher dans les autres cultures. Il prend ça, il l'intègre à lui, et ça devient lui. Mais un type qui est hétérogène au départ, il va chercher ça dans toutes les autres cultures. Plus il va chercher de choses, plus il se déstructure, parce que plus il devient un amas d'hétérogénéité. Plus le type de sable de l'hétérogénéité augmente, tu comprends? Alors, c'est comme un gars qui mange une carotte, au lieu que ce soit la carotte qui devienne lui, c'est lui qui devient carotte. Ben c'est ça la situation, le manque d'homogénéité à la base. Mais la Révolution tranquille, c'est une autre histoire. Merci. Manitoba se montre attentive aux moindres détails de la vie quotidienne dans le quartier montréalais de Saint-Henri et publie en 1945 Bonheur d'occasion. Elle transpose dans ce roman tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle note au jour le jour. Elle remporte en France le prix Femina, mais certains trouvent son roman distant et un peu froid. À l'opposé, le premier roman de Roger Lemelin, Au pied de la pente douce, se rapproche du courant romanesque américain par son style vif, alerte, voire sportif. Lemelin trouve toujours le détail familier mais surprenant, surtout dans son deuxième livre, Les Ploufs. Ses critiques de la pratique religieuse et du cléricalisme lui valent des dénonciations en chair le dimanche. Gabriel Leroy et Roger Lemelin sont nos premiers romanciers à s'intéresser au milieu urbain du Québec. En 1949, il n'y avait encore au Québec que 12 bibliothèques publiques, dont la moitié était de langue anglaise. 10 ans plus tard, on dénombre 33 bibliothèques municipales, 60 bibliothèques d'associations, 136 bibliothèques paroissiales et 4 bibliothèques ambulantes. Total, 233. Alfred Pellan et Paul-Émile Bordua sont les deux peintres les plus influents de l'après-guerre. Tous deux précisent leurs idées dans des manifestes. Le premier, en compagnie d'une quinzaine d'autres artistes, signe au mois de février 1948 le manifeste Prisme Dieu, véritable catéchisme de la liberté d'expression.
mois d'août, Bordua et 15 autres artistes rendent public leur refus global, qui foudroie la morale d'esclaves qui, selon eux, existe au Québec. Pelland donne dans le surréaliste aérien, alors que Bordua restera un automatiste dont certaines œuvres ont des allures sous-marines. Deux peintres universels. Mais c'est peut-être le théâtre qui se développe le plus. On assiste à la création de plusieurs nouvelles troupes. Le théâtre du Nouveau Monde, le théâtre de Quatre-Sous, les Grégards, le théâtre d'aujourd'hui, les Stocks et combien d'autres encore. En 1937, le père Émile Legault fonde les Compagnons de Saint-Laurent, une compagnie qui présente aux Québécois les grands classiques du répertoire européen. Mais ce répertoire n'intéresse qu'un public de choix. Les Compagnons nous ont révélé de grands comédiens. Jean Coutu, Jean-Louis Roux, Thérèse Cadorette, Jean Gascon, Georges Groux, Lucille Cousineau, Françoise Fauché et beaucoup d'autres. À chaque Noël, l'étoile brille, car malgré tout, le Québec des années 50 reste croyant. Il s'invente même des chants nouveaux. Plus de mendiants, plus de malheureux. Les soldats désarmés rentrent à leur maison. Plus de généraux, ni même d'armée. Le fou devient poète sans perdre la raison. Plus de retraités avant l'âge. Calme et paix sur la terre. Une simple pensée d'amour. Et la terre tourne mieux. Une simple pensée d'amour. Et l'hiver. Pour la noce, on s'invente des chansons de circonstance. Des chansonnettes, le soir à la veillée. Sur ma table ronde, que vous chantez. Quand il de la jeunesse qui veulent s'y marier. Oui. Et vous, Suzanne Coulombe, voulez-vous prendre Gilles Béraud, qui est ici présent pour votre légitime époux, suivant le rite de notre mère, la Sainte-Église? Oui. Donnez-vous. Et vous, Coulombe. Les photos font partie du rituel de la noce et sont obligatoires. Toucher le voile de la mariée pour avoir de la chance est impératif. Le Québécois des années 50 se marie en Cadillac et va à son dernier repos en Cadillac. C'est ça. Madame, c'est la première fois qu'on vous appelle madame. Déplissez votre voile un peu, là. C'est ça. Les photos prouvent qu'on a eu un mariage de rêve, mais qu'on n'a pas rêvé. Pour le bûcheron ou le trappeur, la bien-aimée reste lointaine, inaccessible, et il faut s'inventer des ballades pour tromper son ennui. Je suis garçon dans le monde, je suis garçon délaissé, j'ai perdu l'espoir du monde en perdant ma bien-aimée. Je voudrais pour tout le monde de jamais t'avoir.
serait si profonde si jamais je t'avais vu. On n'a pas développé de discours ou de légendaire du pionnier comme les Américains l'ont fait, par exemple, même si on a vécu à peu près la même chose. Et là, on a vu la culture savante américaine s'alimenter à même ces matériaux populaires de ces fronts pionniers. Les traits qu'on observe sur la frontière américaine ou l'Ouest américain, ce sont ceux que l'on retrouve dans les régions périphériques du Québec. Ils ont vécu exactement la même expérience et ces expériences ont suscité exactement les mêmes traits. La différence, c'est que les élites québécoises ont tourné le dos à ces figures d'américanité parce que, pour elles, encore une fois, les modèles, les bonnes références venaient d'Europe. Et c'est à partir de ces références européennes qu'il fallait constituer et alimenter la culture nationale. Et tout ce qui venait d'en bas, tout ce qui venait de cette population un peu rustre, qui inventait elle-même sa culture, mais d'une façon bien sommaire et un peu méprisable aux yeux de nos élites, eh bien, il fallait mettre ça dans une sorte d'index, une sorte de censure. Même si le bûcheron est devenu un travailleur forestier, il demeure toujours un solitaire. L'outil mécanique remplace la hache, mais sa solitude reste aussi grande et sa vie aussi rude. Les personnages de Maria Chapdelaine, de Louis Aymon, répondaient exactement, prolongeaient ce modèle-là. À mon sens, les paysans de Louis Aymon ne sont pas du tout les vrais paysans qui ont vécu ici et qu'on peut observer et dont on peut reconstituer la vie. Ce sont des paysans recréés au goût des élites. Et on vit encore sur cette terre-là. Le véritable légendaire du Canada français dans ses régions et dans son américanité pionnière, il reste à créer. Dans les studios de Québec Film, installés à Saint-Hyacinthe, dans d'anciens hangars, on tourne une scène du film Séraphin. Séraphin, le personnage célèbre conçu par Claude-Henri Grignon. C'est très rapide, le roman d'un homme et son péché. Ça a 204 pages. J'ai dit l'essentiel, et dans le roman écrit et imprimé en 1933, il y a seulement 7 personnages. Tout repose sur Séraphin à ce moment-là et Donalda. Donalda est joué par Nicole Germain et Séraphin par Hector Charland. On tourne une scène où l'Indien Wabo sauve Séraphin de la noyade pour de l'argent. Pour l'instant, un cascadeur remplace Séraphin et une piscine d'enfants fait figure de lac aux eaux profondes. À Montréal, le 29 juin 1928, c'est la première de la pièce Aurore l'enfant martyr de Petit Jean et Henri Rollin. La pièce sera ensuite jouée un peu partout au Québec et même en Nouvelle-Angleterre. Elle connaîtra un succès phénoménal. On en fera un film. 2 ans auparavant, on a tourné Le Gros Bill, un autre gros succès. 1956. L'Office national du film quitte Ottawa et aménage à Montréal. Fondé en 1939 par un gouvernement libéral, l'ONF avait établi bureaux et studios dans la capitale. 4 ans plus tard, les équipes techniques et de réalisation comprennent des francophones. La situation de l'équipe française sera d'abord déplorable, mais à la fin de la décennie, elle fera sa propre petite révolution tranquille en améliorant à la fois les techniques de tournage et l'esprit du documentaire. D'autres troupes de théâtre voient le jour dans la même décennie. Le Théâtre Club, le Rideau Vert, la Poudrière, les Apprentis Sorciers, le Théâtre de 10 heures, la Basoche, etc. Jean Grimaldi, avec ses comédies de vaudeville, plaît à un vaste public. Les tournées que cet impresario organise à travers le Québec sont parfois triomphales. Le public se reconnaît dans les sketchs comiques présentés, les situations mélodramatiques ou les actes de vaudeville souvent adaptés des Américains. Il aime surtout ses vedettes. Avec Gratien Gélina, pour la première fois peut-être, le théâtre et le vaudeville font bon ménage. De nouvelles pièces vont être présentées par les nouvelles troupes. Ça sera des pièces de Marcel Dubé, ça sera des pièces de Jacques Ferron. Mais la pièce qui est peut-être la plus populaire, celle qui rapporte le plus de succès, c'est Ticoc de Gratien Gélina. On la joue des centaines et des centaines de fois.
maudit que ça me fait plaisir de vous voir. Quand on pense, me voilà revenu du boss. Je pensais que j'en parle de me redéposer les semelles de bottes sur la province de Québec, vous autres. Parce que j'aime autant vous le dire bien vrai, mais je me suis ennuyé pas mal de parloir. Avec la fin de la guerre et le retour de la prospérité, le temps de Noël devient une véritable fête de la consommation. Les grands magasins regorgent de marchandises. Un véritable délire du cadeau s'installe. Dis-moi ça. Qu'est-ce que tu vas avoir? Une belle catin. Ouais, tu vas faire une Dans la famille Lagueux, en Beauce, on fête encore Noël et le Nouvel An de la manière la plus traditionnelle, en dansant. Lorsque l'on pense aux premières années de la décennie 1960, il y a une expression qui vient immédiatement à l'esprit. Révolution tranquille. On pense à la création du ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires culturelles, l'assurance hospitalisation, la nationalisation de l'électricité, les hauts fonctionnaires. On pense aussi à la diminution de la pratique religieuse, aux religieux ou religieuses qui quittent leur communauté, aux Beatles. Mais tout ça se préparait déjà depuis quelque temps. Je voudrais un peu de lumière, car il m'en reste un dernier. Et comme c'est le plus difficile à prononcer, je tiens à le dire. En dépit de quelques éléments qui pourraient se trouver dans la salle et qui seraient assimilables à de la raclure de poubelles mini-hitlériennes. Gastribig, Aboulouk, Nouf, Gueuleur, No Manama, Mana, Moire, Agulstri, Stubjept, Olstrom, Stim, Uz, Stup, Luz, Lagos, Niop, Lego, Lagos, Topch, Aguans, les... Allô, tout le monde! C'est l'époque où la poésie s'enrichit des œuvres de Gaston Miron, Fernand Ouellette, Jean-Guy Pilon, Rina Lanier, etc. et combien d'autres encore. Le colonisé, lui, il est doublement invisible. Hein? Parce que, non seulement dans son identité, mais dans sa communication aussi. Hein? Parce que son identité est une partie de l'identité d'un autre. Hein? Comme ici, le Québec, c'est une partie d'un tout qui s'appelle le Canada. Bon, alors, c'est une totalité, comme dit M. Trudeau, dans la totalité. Alors, tu es carencé dans ton identité, donc c'est un homme invisible, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est l'entité majoritaire. Vous allez partout dans le monde, vous dites « Je suis Canadien. »« How are you, sir? » Tu dis « Excusez, je suis pas Canadien. Comme ça, je suis Canadien français. » Canadien français, alors. T'es toujours pris pour un autre, puis deuxièmement, t'es toujours à t'excuser d'être ce que t'es pas. Q égale moins F plus GB plus USA au carré moins R. Ce qui veut dire, en termes plus simples, l'identité du Québec, il me semble, elle est faite de moins de France que ce que l'on veut bien y accorder habituellement, plus d'Angleterre que ce qu'il est difficile d'en reconnaître, beaucoup plus d'États-Unis et moins de Vatican ou de Rome qu'on ne l'a supposé. Dans les années 50, la poésie québécoise façonne sa modernité.
Elle trouve ses thèmes majeurs, le froid, le pays, les grands espaces, la solitude. Elle se forge une identité unique, reconnaissable. Les poètes donnent le ton du changement. Le monde littéraire est en pleine effervescence. Les œuvres se multiplient. On est ouvert à la grande modernité. On se vivifie au monde occidental. Les œuvres françaises arrivent ici en nombre, mais les œuvres canadiennes aussi se multiplient. Pendant la guerre, à cause de l'occupation de la France par les Allemands, plusieurs éditeurs français font imprimer leurs livres au Québec. Les livres deviennent alors plus disponibles. Les éditeurs ouvrent volontiers leurs portes aux auteurs locaux. Mais la majorité des livres nouveaux mis en vente en librairie sont d'origine française ou belge, mais imprimés au Québec. C'est l'époque des grands romanciers Gabriel Leroy, Roger Lemelin, André Langevin, André Giroux, Françoise Loranger, Anne Hébert, Hugh McLennan, Mordecai Richler, Morley Callaghan. Gabriel Leroy, originaire du